Alors? Alors? Bonsoir éclaireur. Bonsoir cher aîné, comment allez-vous? Oui, ça va. Et toi, ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Ok. Je salue tous les élèves de la classe, Merci beaucoup. ainsi que Marcia Tabla, ma tante. Bon, ce soir, moi je voulais intervenir sur deux sujets, notamment le dossier malien et puis les rapports entre la direction du parti, c'est-à-dire le RHDP et ses militants. Voilà. Maintenant, concernant le dossier malien, qui est le problème essentiel qui aujourd'hui nous touche vraiment dans notre dignité, moi, je souhaiterais seulement que le chef de l'État s'engage dans un langage et une action de fermeté. Rien que la fermeté. Tu sais, éclaireur, tout ce que nous disons là, tu vois, même ici, quand on parle, on parlait de il faut qu'on applique la loi, il faut que l'impunité disparaisse, il faut plutôt encourager un état de droit parfait, il faut que l'État soit républicain, il faut que, en fonction du délit commis, il faut que les sanctions tombent. Voilà. Dès l'instant où on s'engage dans cette voie, eh bien, dans ce dossier malien, il va falloir qu'on soit clair. Parce qu'il n'y a même pas à transiger. Si l'État de Côte d'Ivoire s'amuse à céder, à faire des concessions à ces putschistes-là, mais je t'assure, éclaireur, ça sera une grande première dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et je te dis, ça va encourager d'autres régimes moribonds, d'autres régimes putschistes à vouloir créer davantage des occasions pareilles pour se faire entendre. Moi, je crois que le chef de l'État, autant il a été ferme au début, autant il doit rester sur sa position et être clair. Même s'il faut, parce que si les militaires, on n'a pas à cacher les revendications de ces militaires putschistes-là. D'abord, nos soldats ici en Côte d'Ivoire savent déjà que le président est là pour eux. Il est prêt pour eux. À cet effet, mais regardez, dans la grande miette, il n'y a aucune contestation, il n'y a aucun grondement, il n'y a rien du tout. Ils sont au contraire tous derrière leur président. Alors moi, je crois à partir de cet instant, dans ce dossier malien, au départ, ils nous ont traités de mercenaires. C'est déjà insultant, ça. C'est insultant, même pour l'image de la Côte d'Ivoire par rapport au Mali. Le Mali, non seulement, on ne parlera pas du Mali qui est tombé dans la bassesse. Parce que ce n'est pas le Mali, moi je considère que ce n'est pas le Mali normal, c'est un Mali anormal. Voilà, parce que ce n'est pas un régime normal, c'est un régime d'abord illégal, hein, illégitime, et qui, vraiment, sachant que sa position est une position critiquable, alors se lance dans des actions à l'emporte-pièce, des actions qu'on ne comprend plus. On ne comprend plus. Alors moi je dis, le président, il doit tout simplement, à un moment donné, divulguer les négociations qui sont en cours. Il doit divulguer l'essence même de ces négociations-là. Qu'est-ce que ces gars-là veulent? Il doit le faire savoir à la nation ivoirienne. Il n'a rien à cacher. Et il n'a rien, au contraire, il aura tout à gagner. Il va compter grandir dans cette histoire. Si ces gars-là demandent qu'on éponge, on appuie la dette qu'ils ont compté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire par rapport à l'électricité, que le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour une fois le président, qu'il sorte de cette... Parce que nous, ça nous gêne souvent. Voilà. Un dirigeant, souvent il faut taper du poing sur la table quand il le faut. Voilà. Non, les militaires sont formés à ce genre d'exercice. C'est-à-dire, ils sont d'abord, ils sont dans les jeux, c'est normal, il n'y a pas de problème. Un militaire qui est au front, qui est en train de se battre, il a encore, sa vie est encore plus mise en danger qu'un militaire qui est dans ces conditions-là. Ça, c'est pas grave. Ils ne vont pas les tuer.
Et le régime malien qui est là, c'est un régime qui est éphémère. Donc, à partir de ce moment, quand on négocie comme ça avec eux, si on leur donne notre bras afin qu'ils le tournent, mais là, ça sera nous-mêmes à notre, parce que je ne vois pas. Moi, les négociations d'un point fini, je ne vois même pas, je ne vois pas la nécessité, je ne vois pas. Alors, tout le monde entier aujourd'hui sur ce dossier, il y a eu des médiations au plus haut niveau. L'ONU est passée par là, l'ONU est passée, la CEDEAO, par l'entremise de son président, le président sénégalais Chaud, lui il est passé, et le Togolais, lui il est toujours en train de faire sa part. On a vu des délégations maliennes ici, des délégations importantes qui jouent un rôle très important des opérateurs économiques dans le Mali actuel. Ceux qui aujourd'hui contribuent une grande partie au budget malien, hein, qui sont les opérateurs maliens vivant en Côte d'Ivoire. Et toutes les composantes des Maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire, c'est le flux financier qu'ils dégagent pour faire rapatrier dans leur pays. Alors, si malgré tout ça, alors ceux qui sont là, ils ne pensent pas à ça, et ils veulent au contraire humilier la Côte d'Ivoire. Moi, je dis au président, mais c'est simple. D'abord, le président, il faut qu'il soit ferme. Qu'il refuse. Parce que d'abord, s'il fait comprendre, il y a la norme, voilà ce que ces gars-là veulent. Ça, c'est du chantage, ça, c'est du pur chantage. Tout le monde acceptera tout ce que le président dira. D'abord, qu'ils disent non, là, je ne peux pas. 2, ils ont donné le pardon. Bon, écoute, là, je sais qu'ils s'amusent, ces gamins-là. Ces gamins-là s'amusent. Voilà, la Côte d'Ivoire ne va jamais plier les chines devant des voyous pareils. Jamais. Et je souhaiterais que éclaireur, il faut revenir sur ça, il faut chaque fois marteler ça. L'État de Côte d'Ivoire, dans cette histoire-là, ne doit pas céder un pouce dans ces négociations. L'État de Côte d'Ivoire doit rester ferme. Nos militaires, s'ils veulent qu'ils les gardent pendant un moment, mais ce régime-là, il ne va même pas durer. Nous, à moins qu'on n'ait pas d'autres leviers, moi je crois que le président peut actionner, peut activer un certain nombre de choses ici à partir de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est normal quand tout État, dans tout État, quand l'État se sent aussi laminé par un voisin d'une manière injuste, mais il est de son plein droit de se défendre. Tout le monde comprendrait cela. Au contraire, toutes les nations sont assises, les gars nous regardent. Tout le monde regarde ce que la Côte d'Ivoire fera dans ce dossier. Et si nous agissons d'une manière ferme, mais tu verras, tout le monde comprendra, on dira oui, le président est dans son bon droit d'agir ainsi. Mais si on ne fait pas cela, et on se dit, bon voilà, il faut céder à certains désirata de ce voyou-là, et qu'on accepte, la Côte d'Ivoire aura perdu une grande partie de sa notoriété. Et ça, je le dis, on n'a rien à accepter, on n'a rien, il n'y a pas d'accord dans cette histoire. Voilà, il nous reste 46 soldats, ok. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit, bon, comme on constate que d'abord, vous ne voulez plus, parce que c'est ça, vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas payer ce que vous nous devez par rapport à l'électricité. Moi, je dis, ça ne doit pas être un sujet tabou. On prive le Mali de ce courant-là. On prive le Mali de ce courant-là. Moi, je ne vois pas pourquoi on va tergiverser autour de ça. Ça, c'est un. De 2, la Côte d'Ivoire doit initier, penser à toutes les mesures qu'elle doit prendre pour vraiment mettre à mal ce régime-là, qui est un régime illégal. Mais ça serait tout à fait normal, tout le monde comprendrait. Voilà. Donc, les flux financiers entre le Mali et la Côte d'Ivoire doit y mettre un terme, jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Les banques, les transactions financières des banques s'arrêtent. Les transactions à l'instar de Orange Money et autres, MoneyGram et autres, là, tout ça, on met un terme à ça. On met un terme à ça. Et le Mali, moi je te dis, éclaireur, le Mali ne fera pas un mois. Ces gars-là, tu vas voir. Ils vont revenir à la table et tout dire, bon, ils sont prêts. Ah. Mais si le président ne le fait pas, mais aujourd'hui la surenchère va monter. Mais oui, ça va monter, mais on n'a même pas accepté.
On n'a pas à accepter, même le mondial de ce qu'ils ont demandé, toutes ces trois demandes, aucune ne doit être acceptée par le président. Lui, il doit être ferme. Le président l'a connu dans sa fermeté, il y a des dizaines d'années de cela. Le président aujourd'hui, là, c'est ce que nous voulions qu'il... Nous, on veut retrouver cela en lui. Voilà. Donc, dans ce dossier malien-là, le président doit afficher une position de fermeté. Au Togo, là, il doit dire là-bas, écoutez, vous demandez plus que je ne peux faire, donc si il faut qu'on s'arrête là, alors moi je serai obligé, bon, aux côtés des premiers des sociaux, et il faut le peuple ivoirien, à travers les cadeaux qui sont là, voilà, entre deux conseils de ministres, entre un conseil de ministres, voilà, le porte-parole, ils sont, et puis les flux, voilà ce que les gars nous demandent. Mais voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Et tu verras, tout le monde va s'engager là. Tout, on sera, le gouvernement sera soutenu. Il sera soutenu. Alors là, automatiquement, le président, il va décider de ce qu'il faut faire pour l'Afrique. Alors moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas accepter, quand on est en face de voyous qui font du chantage, ou alors vraiment, il ne faut pas laisser persévérer cela. Parce que sinon, dans la sous-région, ce sera un président et ça va se perpétuer. Voilà. Ça, c'est pour ce dossier malien. Il n'y a même pas de transiger. Le président doit être ferme. Ferme. Moi, je le dis, cette fermeté, mais tu verras, la Côte d'Ivoire sortira grandie. Mais si jamais le président, parce que moi je dis, c'est pour ça que souvent quand un chef d'État, quand un chef d'État, j'ai reçu un appel là, oh là là. Quand un chef d'État, excusez-moi, je pense que bon, vraiment, monsieur, allô? Oui, on vous entend très bien. Allô? Allô? Si c'est à nous, nous on vous entend très bien. Oui, excuse-moi, c'est, oh là là, il y a un écho là. Attends, est-ce que... Non, allô? Oui, nous on vous entend très bien. Ouais, non, j'ai l'écho, même ma voix qui me vient. J'ai reçu un appel là qui m'a perturbé, qui a perturbé mon intervention. Bon, attends, je coupe, il faut me rappeler, pardon, s'il te plaît, parce que il y a un écho, s'il te plaît. Voilà, ok, ça va maintenant. Donc c'est un appel qui a coupé. Donc je disais, voilà, je continue. Voilà, ok, Dieu merci. Donc je disais que il faudrait que l'État, par rapport à ça, voilà, communique avec, voilà, avec sa population. Il doit se comprendre que voilà ce que ces gars-là veulent, mais voilà. Donc à partir de ce moment, pour ce dossier malien, c'est bouclé. Maintenant, pour ce qui est des relations entre le RHDP et ses militants. Alors là, je dis, on va revenir toujours sur les mêmes positions que nous avons affichées. Voilà. Il faudrait que le RHDP, c'est-à-dire la direction du RHDP, nos dirigeants au niveau du RHDP se rapprochent davantage, c'est ce que vous avez dit, des militants. Il faut qu'il y ait un certain nombre de dossiers en souffrance que le RHDP n'a pas pu traiter vis-à-vis de ses militants. Il faudrait que ces dossiers-là soient appelés. Voilà. Mais c'est qu'au moins 60% de ces dossiers-là puissent être appelés. Tu verras, les militants vont se retrouver. Il faudra qu'il y ait une approche beaucoup plus sérieuse au niveau de l'intérieur du pays par rapport à nos militants. Ici, dans les grandes villes, ben, je dis, la flamme va encore se rallumer et tu verras tout ce que ces opposants sont en train de préparer là. Mais ça sera que vrai. Parce qu'ils savent, tu sais, éclaireur, il faut reconnaître une chose. Quand il y a des manifestations populaires, en fait, les forces de l'ordre ne peuvent intervenir que lorsque des troubles à l'ordre public, là, on se réfère aux autorités sécuritaires du pays. Mais lorsque c'est des mouvements de foule
Parce qu'à un moment donné, l'opposition, ce qu'elle prépare, c'est des mouvements de masse à la veille des élections pour pouvoir créer la chaîne dans le pays. Mais ça, c'est un mouvement de masse. Mais lorsque la partie en face, c'est-à-dire le pouvoir, si le pouvoir a mieux entretenu ses militants, ben ce sont les militants qui peuvent se plier à ce genre de mouvement de masse pour la contrecarrer afin qu'elle la vote et qu'elle ne met pas lieu. Ça, ce n'est pas des forces de l'ordre qui peuvent faire ça. C'est ce que donc les gouvernants doivent comprendre. Et il est grand temps maintenant de faire face à leurs militants et de les entendre, de les écouter, de au moins exécuter le minimum de ce que ces gars-là demandent. Alors moi je crois, bon, comme j'ai une perturbation au niveau de mon téléphone parce que j'ai des échos, je ne sais pas, peut-être vous m'entendez bien, mais moi-même je sais qu'ils m'entendent, donc je ne pourrais pas continuer. Je crois que ce que j'ai dit déjà c'est l'essentiel. Je vais m'arrêter là, voilà, et puis régler ça. Parce que j'ai des échos qui me reviennent. Voilà, éclairant, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois avoir dit l'essentiel. Ok, merci beaucoup cher aîné et vous passez une excellente soirée. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir frère, comment ça va? Ça va très bien cher frère, chez toi-même? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Voilà. Vous avez la parole. Et chez vous? Ça va, on ne se plaint pas, Dieu merci. D'accord. J'espère que le réseau est nettement mieux. Hein? Bon, ça va. Vous m'entendez bien? De par ceux qui viennent, on voit qu'il y a de l'amélioration. Vous pouvez parler. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, avant toute intervention, j'aimerais encore saluer tous les élèves de la classe et leur dire merci beaucoup pour le soutien constant. Et en même temps, leur dire qu'ils sont sur la plateforme Éclaireur pour Vérité. Et cette plateforme-là qui a toujours lutté pour les plus faibles. Et cette plateforme aussi qui a toujours fait la différence avec les autres plateformes. Et moi, je ne cesse de le répéter tous les jours. Et quand tu es sur le chemin de la vérité, et attends-toi à être détesté dans ta vérité. Mais moi, je l'ai toujours dit, je préfère être détesté dans ma vérité que d'être détesté dans le mensonge. Parce que toute personne qui est détestée dans le mensonge, ça veut dire que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Mais quand tu dis la vérité et que tu es détesté malgré toute cette vérité que tu dis, il faut t'estimer heureux et de savoir que tu es une bonne personne parce qu'on ne déteste pas une mauvaise personne, on déteste une bonne personne. Et donc j'aimerais dire à tous les élèves de la classe, merci beaucoup. Et aujourd'hui, moi je vais parler un peu du RHDP, comme Sundiata l'a fait, et parler aussi de ces malhonnêtes opposants, et puis Assimi Goïta. Et dans un premier temps, moi j'allais saluer les actions du chef de l'État dans la région du Koro. Parce que, puisque moi j'y séjourne, et présentement je suis dans la région, et aujourd'hui même je suis à 19 km de Korogo, sur l'axe Punjali à Korogo. Et ce que j'ai pu constater, c'est que vous avez vu ici à Korogo il y a quelques jours de cela, la RTI avait présenté des coupeurs de route qui avaient été mis aux arrêts et qui opéraient en tout cas paisiblement dans la région du Koro. Et tous les cibles étaient les motocyclistes et je pense qu'ils ont mis fin à ce gang-là. Mais ne pensez pas que les gangs, en tout cas les gangs sont loin définis dans la région du Koro. Et ça a ce fait que le gouvernement ayant pris la pleine mesure de ce phénomène-là,
a entrepris de construire une nouvelle prison dans la région du Poro, sur l'axe Porogo-Boundialé, à une dizaine de kilomètres de Porogo. Et moi-même, j'ai pu constater, parce que ça fait, je suis arrivé, ça fait 2 fois que je viens sur cette route, et j'ai pu constater l'avancement des travaux, et les travaux vont très bien. Donc c'est le lieu de dire merci au président Alassane Ouattara, parce qu'il sait que les coupeurs de route font perdre d'énormes, en tout cas l'argent aux Ivoiriens, et qu'il faille quand même faire chose, comme on appelle, construire des prisons pour pouvoir finir ce problème-là. Et donc, quand on voit un président qui se soucie comment on appelle, de la sécurité des Ivoiriens, je pense qu'il est plus qu'important d'encourager le chef de l'État en lui disant qu'il a des hommes derrière lui. En tout cas, nous sommes fiers de lui. Et moi-même, j'ai tellement aimé quand j'ai vu cette prison-là. Je me suis dit, waouh, le président, il est le meilleur. Donc, merci beaucoup et merci infiniment au président. Et c'est que aussi, j'allais dire, et je vais encore parler aussi de la route internationale Porogo-Mbengue, parce que moi, je le dis à qui veut l'entendre, et cette route-là, elle me tient vraiment à cœur pour toute personne qui a une fois pratiqué cette route-là, et voyant encore cette route-là dans cet état de dégradation, je peux même dire presque achevé, et il est plus qu'important que les autorités songent vraiment à mettre au moins une couche de bitume sur cette route-là. Et je vous assure, quand je vais mon village, le Congo, c'est pratiquement 8 km, mais vous pouvez passer 20 minutes en train de parcourir 8 km en moto, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez emprunter cette route-là, mais tout ce que vous allez rencontrer comme difficulté, mais non seulement il y a le stade qui est là, il y a la boue qui est là, et les trous même, on n'en parle même pas. Et ce ne sont même pas comment on appelle, des nids de poules, ce sont des nids d'éléphants. Et donc, vraiment, je pense que, sincèrement, il faut faire quelque chose pour cette route-là. Et moi, je vis très mal le non-bitumage de cette route-là, en toute sincérité. Quand je vois ça, mon cœur saigne. Je ne peux pas comprendre. Quand vous regardez l'électorat de la région du Poro, le Poro qui donne assez au RITP, le RITP au pouvoir, et qu'on vient trouver encore une route aussi importante comme celle-là, non bitumée, je dis non, il y a des équilibres, en tout cas sur le plan du développement. Mais nous avons encore espoir que cette route-là sera bitumée, puisque on nous a dit comme ça que le marché a été retiré à l'entreprise chinoise qui avait acquis le marché et qui a été réattribué à PFO. Et donc, nous, on attend. Mais tant que moi, je n'ai pas encore vu le démarrage de ces travaux-là, moi, je ne peux pas croire. Parce qu'aujourd'hui, vu le temps que ça a mis, moi, je suis devenu comme Saint Thomas. Je veux voir le début de ces travaux-là avant de pouvoir me prononcer. Mais, comme on le dit, le président, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, nous, on attend, en tout cas, ce bitume-là. C'est 75 km et ce n'est pas long. Donc, maintenant, pour parler du RITP, Sundiata a mis le pied dans le plat et c'est ce qu'il faut faire. Parce que bien avant d'arriver à ce niveau, j'allais répondre un peu sur ce que Abdul a dit en début d'émission. Il a parlé de ses opposants malhonnêtes. Et moi, je pense que cela même là, ça ne nous étonne même pas. Puisque nous allons parler bien avant que cette déclaration de Mapus Kakeza ne sorte. Mais moi, je suis tenté de me poser la question. Est-ce qu'une personne peut être versatile comme ça, comme Mapus Kakeza, ou encore, quand on se laisse guider par ses ambitions démesurées, est-ce qu'on arrive quelque part là-bas, on trouve que les ambitions dont nous rêvions ne sont plus possibles. Mais vous avez fait parler avec des personnes. Vous étiez dans une famille. Et après, comme vous êtes un enfant gourmand, un enfant vraiment qui ne peut pas
le bien des autres, sauf que lui-même son bien. Mais aujourd'hui, quand on voit le retour de Mabry Tokes, mais moi je me dis que Mabry Tokes, aujourd'hui, n'a plus de crédibilité et ce n'est plus quelqu'un à qui il faut faire confiance. Parce que la confiance, là, elle se mérite. La confiance se mérite. Quand tu te fais un homme bipolaire, mais qui va venir te faire confiance? Personne ne viendra te faire confiance. Et nous avons dit, mais tous ces cadres qui ont œuvré pour que Mabry Tokes revienne, moi, je ne lève pas rigueur. Nous sommes dans un jeu politique. Mais ces jeux politiques-là, on les fait avec des hommes sincères. Aujourd'hui, le comportement que Mabry Tokes nous a laissé avant de partir, mais personne, même le militant lambda, je dis le militant lambda, ne pourra plus faire confiance à Mabry Tokes. Aujourd'hui, il vient de montrer une fois de plus que lui, l'intérêt qui le guide, c'est son ventre. Parce que dans l'opposition, Mabry Tokes ne pourra pas faire long feu et il ne peut perdre le leader de l'opposition, donc il est obligé de revenir encore au RHDP. Mais s'il revient, mais c'est très simple. Aujourd'hui, on nous dit, quand vous voyez les oiseaux qui sont assis sur une branche, mais les oiseaux sont beaucoup, mais quand il y a un oiseau qui s'élève pour aller quelque part, et puis il y a un autre oiseau qui vient, lui il s'assoit là. Et donc quand il revient là, tu te cherches une autre place. Donc Mabry Tokes sera obligé de faire la queue, de rester derrière, il n'aura plus la place qu'il avait au RHDP. Moi je le dis à qui veut l'entendre. Le président, il ne peut pas faire autrement que de laisser faire les choses. Parce qu'il est le président du RHDP et en même temps le président de la République. Il nous a dit comme ça que lui veut l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire, lui veut que les gens se retrouvent ensemble. Mais le président de la République, moi je le dis à qui veut l'entendre, il a très mal digéré, en tout cas il a vécu le départ de Mabry Tokes sur comment on appelle, ce qu'il a avancé comme argument pour partir. Tu ne peux pas dire, parce qu'Amadou Gon a été choisi, que toi Mabry Tokes, que toi tu n'es plus dans le RHDP. Lui, il peut faire quoi à côté d'Amadou Gon? Ce qu'Amadou Gon a été pour le président, ce qu'Amadou Gon a été dans la lutte là, lui Mabry Tokes, quel est son fait d'âme? Lui, je crois qu'il faut souvent rappeler les choses aux gens pour que les gens comprennent. Et vous savez que Mabry Tokes était en parole avec, je crois, Blond Blaise dans le Tonpi, concernant l'UDPCI, mais l'apport du président Alassane Ouattara pour que Mabry Tokes ait l'UDPCI en entier, mais c'est le président qui a lutté et il a fallu que Mabry Tokes vienne au RHDP pour que le président lui donne son soutien pour qu'il puisse récupérer l'UDPCI. Sinon, Blond Blaise, il avait récupéré l'UDPCI. Mabry Tokes ne peut rien faire devant Blond Blaise dans la région du Tonkoui. Mais c'est le président aujourd'hui qui a donné ces ailes-là à Mabry Tokes. Et voilà comment il a récompensé le président. Et donc les militants qui ne savent pas ça, il faut rappeler ça aux militants. Sinon, Gbagbo avait divisé l'UDPCI. Et vous allez voir, il y avait la tendance Blond Blaise et la tendance Mabry Tokes. Et je crois même qu'il y avait, je ne sais pas, trois tendances. Il y avait Akoto Félix, tout ça, ils étaient là. Mais c'est le président qui a lutté pour que toi, Mabry Tokes, tu aies cette notoriété-là à l'UDPC, pour que tu sois respecté à l'UDPC, pour que tu sois respecté dans le Tonkoui. Mais pour comme on appelle, pour des ambitions très gourmandes, tu as dit non, que tu n'es pas d'accord avec Amadou Gon. Mais quelqu'un même là qui était là dans le jeu politique, qui connaît l'apport d'Amadou Gon dans cette lutte-là, ne pouvait même pas s'opposer quant au choix d'Amadou Gon. Et le président, il n'a pas fait ça de façon fortuite. Il sait qu'il était l'homme. Il connaissait les capacités d'Amadou Gon, ayant vécu avec le président plus d'une trentaine d'années. Plus d'une trentaine d'années. Mais quand tu as vu quelqu'un comme ça, qui a été avec toi dans tous les feux, qui a traversé toutes les épreuves, il n'a jamais trahi, il n'a jamais failli. Mais on vient choisir cette personne-là, toi, Mabry Tokes, tu n'es même pas derrière, tu étais qu'un allié et tu veux qu'on te donne, qu'on te choisisse comme candidat.
et puis nous, on va partir, et toi, où? Toi, tu peux nous apporter quoi? Tu peux nous apporter quoi? Mais voilà, ta vraie identité est sortie. Tu nous as montré que tu n'es pas une personne digne et tu seras traité comme tel. Tu vas revenir au RHDP, mais tu n'auras plus la confiance des militants. Il y a les militants qui te faisaient confiance. Maintenant que tu nous as montré que toi, tu n'es pas quelqu'un de digne, je pense que tu seras traité comme tel. Et donc, il est important de rappeler aux gens pour dire que Mabry Topé, c'est un fait valoir. Il est devenu aujourd'hui un fait valoir. Nous, là, c'est-à-dire sa présence où est égale à son absence. Il n'est pas facultatif. Il n'est pas là. Le RDP a bien fonctionné. Et nous avons gagné des élections sans Mabry Topé. Et je pense qu'il a mal vécu que le RDP puisse gagner des élections et qu'on ne puisse pas dire que Mabry Topé a participé à ça. Et donc, moi, je pense que le temps, c'est le nom de Dieu. Et toutes ces personnes qui se sont dressées contre le président Alassane Ouattara, de façon, comment on appelle, fortuite, vu tout ce que le président leur a donné, je pense que ces personnes-là seront écrasées. Et moi, je l'ai toujours dit, le président Alassane Ouattara, il est comme notre plateforme éclairée pro-vérité. C'est un baobab. Tu tombes dessus, tu es écrasé. Si ce baobab-là tombe sur toi, tu es écrasé. Et Mabry Topé, il en a pris pour ce compte. Donc, je dis aux militants de rester sereins. Éclairez, vous avez quelque chose à rajouter. Cher frère, j'allais te dire merci pour tout ce que tu viens d'évoquer. Et on est totalement d'accord avec toi. Mais la seule crainte que j'ai, tu sais que c'est la plateforme aussi de l'honnêteté. Malheureusement, le RHDP aime ceux qui se foutent de lui. Quand Mabry va venir là, ils vont mettre couronne de roi sur sa tête et puis il va commander les gens du RHDP. Ça, je vais te dire ça. La seule personne qui ne pourra pas commander, c'est Alassane Ouattara. Ça, malheureusement, je te dis ça. Mais c'est que lui, Mabry là, en tout cas, s'il est dans RHDP là, nous là, nous on n'a pas deux candidats. Nous, notre seul candidat s'appelle Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara n'est pas candidat du RHDP là, nous là, on s'en fout. On n'est pas dedans. Donc là, ça ne nous intéresse même pas. Je sais qu'il y a des jeux politiques et au-delà des sentiments et autres. Et moi, je connais déjà les implications. Puisque je l'ai dit depuis novembre 2021, moi, je savais ça. Tout ça là, ça s'est passé même sur mon pied. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est Alassane Ouattara. Tant qu'Alassane Ouattara est notre candidat, même si on va prendre même Hitler pour venir le mettre dans RHDP, là, moi, c'est pas mon problème. C'est ce que j'allais dire. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça a venu là. Moi, je pense qu'on n'est pas tous, on n'est pas surpris. Peut-être que c'est une surprise pour beaucoup de personnes. Parce que nous, on a dit ça il y a longtemps. On a dit ça il y a longtemps. Et c'est ce qui même nous permet même d'être plus efficace. Parce que quand il y a un événement qui doit arriver, automatiquement, nous on le sent déjà et on vient avertir les gens. Mais comme vous le saviez, on n'est pas dans un monde où tout est déjà là et que tu dois voir d'abord avant de croire. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui sont obligées de voir avant de croire. Mais ça aussi, c'est leur choix. Mais tout ce que tu as dit, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai toujours dit et j'ai dit que le RHDP ou encore le RHDP RDR est le seul parti qui prend à ses militants pour donner à l'opposition, à des gens qui cherchent à tuer ces militants. Je l'ai toujours dit sur la plateforme. Et ça, ce n'est pas caché. Et donc, si ça arrive, éclairé, moi, je ne serai pas surpris, puisque c'est dans leur ADN. C'est dans l'ADN du RHDP de narguer des militants au profit des, comment on appelle, des bourreaux de leurs militants. Tout le monde, nous le savons. Et donc, nous, on n'aura même pas quelque chose à redire si cela arrive, puisque Mabry Topé ne sera pas la première personne à qui le RHDP a lancé des fleurs. Donc, nous, on le sait déjà. Mais ce que nous disons, c'est que moi, éclairé, moi, Rouage Printemps, Mabry Topé n'aura plus jamais ma confiance. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Parce que des traites comme ça, moi, je préfère un sorcier qu'un traite. Parce que le traite, quand il te traite, ça veut dire que ce n'est même pas bon. Donc, moi, je ne peux pas collaborer avec un traite. De la même manière que moi, je refuse de collaborer avec un hypocrite, c'est comme ça aussi, je ne peux pas collaborer avec un traite. Et donc, Mabry Topé est un hypocrite, Mabry Topé est un traite. Donc, lui, il n'a plus la confiance des militants. Donc, il faut que ça soit clair. Maintenant, ce qui concerne la mobilisation des militants, éclairé,
nous on a toujours dit, quand nous communiquons sur la plateforme, moi il est plus qu'important que les gens suivent de très près ou attentivement tout ce que nous disons sur la plateforme. Nous, ce n'est pas parce que nous sommes des génies, ce n'est pas parce que nous sommes des devins que souvent on dit des choses et après ça devient une réalité. Mais c'est parce que nous, on met notre intelligence en jeu et nous regardons de très près et de très loin ce qui va venir. Et on a toujours dit aux militants de ne jamais abdiquer et de ne jamais baisser les bras tant que le président Alassane Ouattara sera au pouvoir. Et tant que le président Alassane Ouattara sera toujours le bonheur des Ivoiriens. Nous l'avions dit. Et nous restons sur notre position. Et moi, je lance cet appel-là aux militants. Je dis aux militants, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais à la lumière de ce que nous voyons, je pense que quand on regarde un peu dans la maison des opposants, nous, ça doit nous galvaniser. Comme le président Alassane Ouattara nous l'enseignait le jour où nous étions au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous a dit comme ça que s'il arrive des fois que le doute nous gagne, lui nous demande, lui nous invite à regarder dans le rétroviseur. Mais ce rétroviseur-là, qu'est-ce qu'il y a dans ce rétroviseur? Le président Alassane Ouattara veut simplement nous dire de ne pas oublier notre passé, de ne pas oublier toute la lutte que nous avons menée, de ne pas oublier que nous avons été tués, de ne pas oublier que nous avons été enlevés dans notre domicile de façon fortuite, gratuite pour venir tuer. Et il nous demande de regarder tout cela et de prendre encore courage pour mener le combat. Et donc, Monsieur le Président, nous, on ne va jamais baisser les bras. On ne baissera jamais les bras parce que nous sommes en face d'une opposition très malhonnête, d'une opposition aux aguets, d'une opposition qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire de façon positive et que tout ce qui guide cette opposition aujourd'hui, c'est de venir dilapider les fonds, puisque aujourd'hui, quand vous regardez l'embellie économique de la Côte d'Ivoire et tous les voyants sont verts, aujourd'hui, cette opposition-là ne veut rien faire que de venir gaspiller tout ce qui a été déjà fait en termes d'embellie économique. Et donc, si c'est ça, on ne va jamais baisser les bras et nous sommes prêts, en tout cas, à accompagner le président. Et moi, je le dis, aujourd'hui, nous sommes à l'heure 2023. C'est-à-dire, ça commence déjà en 2023. Les prémices d'une élection présidentielle commencera d'abord par les élections municipales. Et si le RHDP arrive à gagner toutes les mairies, vous allez voir qu'il y aura encore de la substance au niveau de la base, mais la seule chose aussi qui peut donner courage aux militants, il faut que les cadres qui sont toujours dans les bureaux climatisés descendent dans l'arène, venir encourager ces militants-là qu'ils ont abandonnés et leur dire qu'il y a eu une nouvelle direction. Aujourd'hui, c'est une nouvelle configuration du RHDP et que les choses ont changé. Maintenant, ça ne sera plus les cadres des bureaux climatisés, mais ça sera maintenant le contact de proximité et que les cadres vont venir dormir ensemble avec les militants. Mais si les cadres arrivent à le faire, à comprendre que la force qu'ils ont, ce sont les militants qui leur ont donné cette force-là, vous allez voir que aucun parti politique ne peut rivaliser avec le RHDP en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons les cadres, nous avons les militants, nous sommes au pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui peut nous ébranler? Mais seulement ça sera une prise de conscience. Moi, j'ai dit la prise de conscience là. Ça ne commence pas par les militaires. Cette prise de conscience commence d'abord par les cadres. Moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Parce que les cadres qui sont en haut là-bas, et qui pensent que c'est parce qu'ils sont intelligents, qu'aujourd'hui, qu'ils sont à des postes de responsabilité, et ce sont ces cadres-là qui doivent se dégonfler, savoir que le pouvoir qu'ils ont, c'est un pouvoir qui leur a été donné par les militants. Mais tant qu'ils ne comprendront pas ça, vous allez voir, on va aller de déception en déception. Aujourd'hui, le militant, il demande combien? Il demande quoi? Il ne demande rien autre que la considération. Moi, je vois des cadres aujourd'hui qui sont, quand ils arrivent quelque part, mais qu'est-ce qu'ils donnent aux militants? Ils ne donnent absolument rien aux militants, mais le simple fait qu'il est parti saluer les militants pour montrer aux militants que moi, je suis avec vous, mais ça suffit largement.
le militant n'est pas compliqué. Mais par moments, ce sont ces cadres-là qui rendent compliqué la collaboration entre militants et cadres. Mais nous, on ne fait plus ça. On a vu la restructuration du parti. Il faut que nous répartions sur des nouvelles bases pour montrer, en tout cas, que cette nouvelle configuration est bien la meilleure et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin qu'un cadre reste dans son bureau pour venir. C'est occasionnellement qu'il va venir, lorsqu'on lui parle d'un événement, il va venir donner quelques pieds de 2000 là aux militants. Mais nous, il y a des militants là, ils ne sont pas à 2000 francs près. Mais quand toi, tu vas lui donner 2000 francs là, ça va enlever quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça va lui apporter dans ta vie? Rien. Mais moi, je trouve là, c'est une insulte même. Parce que quand tu viens lui donner 2000 francs aujourd'hui, pour que tu reviennes encore lui donner 2000 francs, il faut encore 5 ans pour revenir lui donner 2000 francs. Mais le militantisme là, ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à ça. Quand vous rendez fort vos militants, automatiquement, vous aussi, vous devenez fort. Un militant fort est égal à un cadre fort. Donc il faut que les gens comprennent ça. Parce que l'opposition est très malhonnête. Ce qu'Abdoul a dit, on avait déjà dit ça. Aujourd'hui, ils sont en train de se réorganiser sur une autre forme pour venir attaquer le RHDP. C'est comme ça que je vais parler. Pour venir attaquer le RHDP. Mais quand vous connaissez déjà la stratégie de ton adversaire, mais c'est intéressant parce que tu sais comment tu vas te prendre. Mais c'est quand tu ne connais pas ta stratégie, aujourd'hui tu es obligé de chercher tes voies de moyens pour pouvoir le contrecarrer. Mais tout le monde connaît la malhonnêteté et l'ingratitude de cette opposition. Et je pense qu'aujourd'hui, il revient au RHDP. La balle est dans le camp du RHDP. C'est le RHDP qui doit se réveiller et qui doit prendre en tout cas toutes les dispositions, donner tous les moyens aux militants pour contrecarrer cette opposition. Et nous en avons les capacités et moi je n'en doute même pas. Donc si les gens pensent qu'en restant dans leur bureau, que cette opposition-là est morte, moi je vais dire aux gens, l'opposition n'est jamais morte. Il faut que ça soit clair. L'opposition n'est jamais morte. Aujourd'hui, il n'y a pas de négligence quand on va à des élections. Et le pouvoir là, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Mais si le RHDP veut donner ce pouvoir-là aux opposants, que le RHDP continue dans comment on appelle, dans sa façon de se comporter. Et l'avenir nous le dira. Moi, je le dis en toute honnêteté. Parce que le président Alassane Ouattara, il a tellement souffert avec ce RHDP-là, qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Vous-même, vous avez vu, Bédié s'était carrément opposé à ça. Parce que Bédié voyait en ça, si on mettait le RHDP en place, plus Bédié, il ne pouvait plus avoir une notoriété et qu'il fallait faire tout pour pouvoir casser le RHDP. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui a tenu et qui a dit non à Henri Konan Bédié. Et voilà où encore le discours est venu. Mais quand vous avez vu un chef qui s'est décarcassé, un chef qui a mis tout pour qu'on ait une grande famille, mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous, les cadres qui sont à côté de lui, mais vous devez l'encourager. Mais l'encourager comment? Venir dans l'arène, venir, comment on appelle, sensibiliser les militants, venir rassurer les militants, leur dire que vous êtes des militants convaincus et que nous et vous, nous mourons ensemble et nous sommes ensemble. Mais il semble que beaucoup de cadres ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, si vous voyez, par moment, le RHDP est en souffrance, mais ce sont ces cadres-là qui pensent que c'est les muscles qui les ont envoyés là-bas. Moi, je pense que chacun de nous, de quelque niveau que ce soit, doit contribuer de façon significative au rayonnement du RHDP. Éclairez si vous avez des choses à ajouter à ce niveau-là. Non, vous avez tellement bien dit les choses, ce serait perdre du temps à nos auditeurs pour que nous avons assez de respect. Et ce que vous avez dit que je retiens, c'est que la première chose qui intéresse nos militants, c'est d'abord le respect. Ça veut dire la considération. C'est une chance que vous ayez ces positions-là, mais si on sait respecter le plus petit des militants, c'est déjà un gage, c'est déjà une garantie pour le mettre en confiance. Et c'est ce que je vais ajouter. C'est ça. Ok, merci. Je vais terminer avec le sujet du Mali. Et moi, je dis comme ça que éclaireur, comme on le dit aussi, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Et Assimi avait tellement crié haut et fort, aujourd'hui, la voix d'Assimi n'entend plus. La joie d'Assimi n'entend plus. Mais le roi du président, pardon, dans ton analyse,
j'aimerais te poser une question. Oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'en réalité, c'était Choguel Maïga qui était le président du Mali? Parce que, regarde par exemple, quand je fais un lien entre les événements, regarde combien de choses ont changé. Et Assimi n'étant pas un brillant stratège, ça se prouve aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui courent vers la négociation, c'est eux qui posent des actions concrètes pour qu'il y ait un réchauffement des relations. Qu'est-ce qui a pu bien changer? Il faut que quelque chose ait changé. Or, aujourd'hui, le fait que Kokala Maïga n'est plus à côté, j'ai eu l'impression que celui qui les manipulait n'est plus parmi eux. Et qu'ils sont revenus sur terre. Et je me dis que, est-ce que c'est pas ça qui est le déclic aussi? Non, ça, effectivement, ça vit juste. C'est ça, puisque quand vous regardez dans plusieurs de mes interventions, j'ai eu à dire comme ça que Assimi Choguel Maïga, puisqu'ils avaient le même calendrier, ils avaient le même agenda. Choguel Maïga cherchait à briguer la magistrature suprême de la République du Mali, de même que Assimi Goïta. Et donc, quand vous voyez des personnes qui luttent pour atteindre le même objectif, mais de façon différente, et Choguel Maïga, qui est, excusez-moi du terme, je peux dire qu'il est un peu politicien dans le Mali, là-bas, dans l'air Mali, je ne dis pas au RITP en Côte d'Ivoire, mais au Mali. C'est l'un des hommes quand même qui a duré sur la scène politique, donc il connaissait un peu les rouages et il connaissait comment il fallait faire pour faire tomber Assimi Goïta en l'induisant en erreur. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, il avait réussi à mettre tous ses collaborateurs comme conseillers politiques d'Assimi Goïta. Mais allez-y comprendre. Tout ce qu'Assimi Goïta connaît, c'est la formation militaire. Assimi Goïta, ce n'est pas un stratège politique, c'est un stratège militaire. Donc, tout ce qu'Assimi Goïta faisait, il prenait ça avec les conseillers de Choguel Maïga. Et donc, après, quand ils se voient là-bas, ils vont concocter un plan et ils viennent, ils le soumettent à Assimi Goïta et ils tentent de le convaincre que c'est la meilleure voie. Et voilà où Assimi Goïta s'est fait avoir. Donc aujourd'hui, c'est Choguel Maïga qui a été empoisonné par Soro Guillaume et sa bande. Et regardez comment les choses sont allées rapidement. Les choses sont allées très rapidement. Aujourd'hui, on aurait pu libérer les 49 soldats. Mais vous avez vu la honte. On nous fait croire que c'est pour des raisons humanitaires qu'il faut libérer d'abord les trois femmes. Mais Assimi Goïta, il va libérer les autres 46 autres. Parce que, en libérant trois soldats, et qu'il reste encore 46 là-bas, qui vient de montrer aux gens que toi, il n'y avait pas de vérité dedans, c'était un chantage. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta n'a d'autre choix que de libérer les 43 autres. Mais il va chanter, il va parler. Mais nous, on est là, on les regarde. Et moi, j'avais même dit qu'un jour, on va se réveiller. Assimi Goïta va prendre nos 49 soldats, aller les déposer au Togo et dire au président Alassane Ouattara, venez chercher vos soldats. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dès que les autres ont été libérés, ils sont passés par le Togo, puisque c'est Eyadema qui est le médiateur, donc quoi de plus normal. Donc, Assimi, aujourd'hui, nous, le président Alassane Ouattara, nous, on sort gagnant dans cette affaire avec la tête haute. C'est le Mali aujourd'hui qui a la tête percée. Parce que quand il vient un pouvoir militaire, on ne vient pas faire parade avec ses voisins. On ne vient pas se gonfler. Mais quand tu dois te gonfler, ceux qui vont t'aider à réussir ta transition, tu fais parade avec toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, Choguel Maïga n'étant plus là, je crois que Assimi Goïta a vu clair dans beaucoup de choses et il a vu que la voie qu'il avait empruntée avec son ex-premier ministre n'était pas peut-être la meilleure voie. Je ne suis pas dans l'esprit d'Assimi Goïta. Mais moi, je fais une analyse et moi, je me dis que comme ce qu'Eclaira a dit, réellement, si on part de ce principe-là, ça veut dire que Choguel Maïga était véritablement le problème. Mais je pense que c'est bien aussi, quand il y a ce genre de situation, je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre que nos soldats avaient été injustement arrêtés, comme nous l'avions cessé de le dire. Et ce n'étaient pas des mercenaires. Moi, je refuse ce terme-là. Et quand moi, je parle avec quelqu'un qui sort le mot mercenaire, moi, je me dis automatiquement que cette personne-là est un ennemi de la République de Côte d'Ivoire.
Donc je pense que éclaireur, chapeau au président Alassane Ouattara, chapeau à tous ces Ivoiriens-là qui ont pris à la diplomatie, à tous ces Ivoiriens-là qui ont toujours pris au président Alassane Ouattara. Moi, je leur dis merci beaucoup et chapeau à tout le monde. Mais ce n'est pas encore fini. Vous allez voir, nos soldats vont rentrer, mais Assimi Goïta, comme on le dit, il va porter l'heure. Assimi Goïta va lire l'heure. Regardez l'attitude de Damiba. Mais est-ce que le coup d'État de Damiba est différent du coup d'État d'Assimi Goïta? Un coup d'État est un coup d'État, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur. C'est un coup d'État. Les deux coups d'État ne sont pas différents. Mais Damiba, si on parle même sur le principe du coup d'État de Mali, je crois qu'Assimi Goïta a fait 3 coups d'État. Mais toujours est-il que c'est un coup d'État. Il a fait 3 coups d'État sur 3 premiers ministres. Mais Damiba, il a compris que, vu l'ampleur de la situation dans le Sahel, lui seul ne peut pas lutter contre ces djihadistes. Aujourd'hui, il a mis de l'eau dans son fait. Mais regardez son attitude, regardez son comportement. Il ne peut pas faire parler avec quelqu'un. Au contraire, il appelle à la sensibilisation et il collabore avec tout le monde. Hier, il était à Abidjan. Ils se sont rencontrés avec le président. Quand vous lisez un peu et vous regardez un peu le discours du président, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire que si Damiba continue ainsi, il est sur la bonne voie pour réussir sa transition. Et il a dit devant les caméras du monde entier que lui va respecter les engagements pris concernant cette transition. Donc, moi j'ai dit, Damiba est bien parti pour gagner cette bataille-là. Mais Assimi Goïta, il a fait, en tout cas, il a reculé, il n'a même pas avancé. Ça veut dire que réellement, rien n'a fait. Et lui, il dit que lui veut être président, lui veut être candidat. Mais la CEDEAO ne va jamais te reconnaître. Il faut que tu respectes le calendrier et les principes que les CEDEAO se sont donnés. Donc tu dois respecter ces principes-là. Si tu ne respectes pas ces principes-là, tu seras isolé. Et je dis bien tu seras isolé. Moi, je tire le chapeau à Damiba. Éclaireur, si vous avez quelque chose à ajouter, j'en ai fini. Merci beaucoup, cher frère, pour cette brillante et belle intervention. Je te dis merci infiniment. On a beaucoup appris et on te souhaite aussi un très bon séjour dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et avant de te laisser partir, j'ai beaucoup apprécié la prison parce que chez nous, à l'ouest, au moment où on est en train de construire des routes, des écoles, des universités, chez vous, on construit une prison. On va aller mettre l'ASPR. Attends, il va parler. C'est l'ASPR et puis Amadou Koulibaly, là, le ministre de la Commission. C'est les deux là. Il faut dire qu'Éclaireur dit, c'est eux là, on va prendre pour inaugurer une prison là, les sénoufos que vous êtes. Voilà, donc c'est ce que je Donc on va mettre là-bas là. Nous on a déjà ciblé ces personnes-là et la liste est déjà traitée. Donc je ne parlerai pas plus, mais ils se connaissent. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, donc, ouais, ça me permet de saluer quand même quelques personnes. Il n'y a pas de on fait ça, oui, oui. Ok, il n'y a pas de Et donc, j'aimerais saluer Nadi la Métus Mété, et je salue le grenadier voltigeur Poké Andrea, et je salue Geneva Koulibaly, Termer François, et Diakali Diataï. Je dis bonsoir aussi au Cyclone, merci beaucoup, et à Jean-Pierre Koudou, à toi-même Éclaireur, et je dis bonsoir à Mariam Tosso, et bonsoir aussi à Ouattara Amadou S. Et je salue Sundiata, qui a fait une très belle intervention, et je salue Ado 100%, et notre aîné Angui KTS, je lui dis merci. Et merci beaucoup à notre mère Massata Blanc. Merci beaucoup, chère mère et Lumière Divine. Je te dis bonsoir et merci beaucoup pour tout ton boulot. Et Abraham Fané, merci. Et Zana Ridouane, merci beaucoup. Et Ramatou Doumbia, merci. Et merci infiniment à Traoré Vasse. Et merci. Et en tout cas, à toutes ces personnes-là, à l'aîné Mike de Régulateur, je lui dis merci beaucoup d'être là. Merci, cher aîné. Et merci aussi à Kariata Doumbia et Kevin Kwasi. Merci, cher frère. Et merci beaucoup. En tout cas,
comme je l'ai dit, on est nombreux. Ceux qui sont du côté de YouTube, je leur dis merci. Et Mamadou Cheikh Ndiaye, merci beaucoup. Et au doyen Walter Otto, et je lui dis merci et félicitations. Merci pour tout son soutien. Et merci beaucoup à tout le monde. Et on ne pourra jamais saluer tout le monde, mais sachez que c'est une grande famille. Du côté de YouTube, Marion Sissavané, et le roi Chaka Zulu, et Yoli Dia. Merci à toutes ces bonnes personnes-là éclairées. Bonsoir. Et merci beaucoup aux parrains et Martin Teya. Et bonsoir aussi à Lamsa Soro. Bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à chacun et on se retrouve demain. Merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Et vous passez une excellente soirée et bien des choses à tout le monde du côté de Korogo. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, on va toujours continuer avec notre voyage intellectuel. Et on va prendre rapidement un frère qui se nomme ici Kai Diblo, qui a des choses à dire. Et sur notre plateforme, nous avons le courage de nos idées. Et quand quelqu'un dit quelque chose, quand c'est important, on amène la personne en face. Cher frère, depuis que le roi a commencé à parler, je t'ai envoyé un message, Kai Diblo. Tu n'as pas répondu le message, mais je vais t'appeler devant le monde entier. Ok, tu refuses, tu coupes. Et donc, ça veut dire que ce que tu as dit n'est pas vrai. Sinon, un vrai garçon, comme moi, éclaireur pro-vérité, quand il dit quelque chose, il n'écrit pas. Et quand on l'invite à venir s'expliquer, il vient s'expliquer. Ce que tu dis là, c'est de la connerie de bas étage pour des gens qui ont le cerveau congelé comme toi. C'est vous qui avez menti sur le ministre de la Défense. C'est vous qui avez eu le malheur de mentir sur Ahmed Bakayoko en disant que les NSE là, c'était un marché illégal pour que ces dirigeants puissent avoir de l'argent sur leur dos. Vous vous êtes promené ici pour dire aux gens que ceux qu'on a arrêtés, ce sont des mercenaires libériens qui ne sont pas ivoiriens. Et que Alassane Ouattara est pris dans un piège. Mais aujourd'hui, que nos 3 mères sont venues, est-ce qu'elles n'ont pas de famille en Côte d'Ivoire? On vous a pris dans votre propre piège devant tout le monde. Si c'était des mercenaires, on n'allait pas voir leurs parents là-bas. Si c'était des mercenaires, l'histoire du monde retiendra cette vidéo-là. On les a tous vus, on a donné leur nom. Venez nous démontrer que ce ne sont pas des Ivoiriens, encore moins des soldats ivoiriens. Quand ils sont venus en treillis, ça prouve qu'ils sont dignes. De la manière ils sont partis en tant que militaires, c'est comme ça qu'ils sont revenus. Et donc, vos mensonges que vous êtes en train de dire là, aujourd'hui, vous ne dites plus qu'ils ne sont pas ivoiriens. Aujourd'hui, vous ne dites plus que c'est le ministre de la Défense avec Ahmed Bakayoko qui était en train de faire un marché noir pour mettre nos soldats dans la mort. Aujourd'hui, vous êtes en train de changer de langage. Et c'est ce que tu voulais venir relayer ici. Mais comme nous sommes des vrais garçons dignes, quand tu as dit là, je t'ai invité, ça fait près de 1 heure du temps, tu ne peux pas me répondre et je t'ai appelé devant tout le monde, tu ne peux pas prendre. Ce n'est pas la marque des gens dignes. Et si ces gens-là, le contingent des 49 là, on a la liste. S'ils étaient des mercenaires là, toute l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas composée de RHDP. Dans l'armée de Côte d'Ivoire là, ce n'est pas tout le monde qui aime Alassane Ouattara. Mais chacun doit faire son boulot pour gagner quelque chose pour nourrir sa famille. Mais quand ils ne sont plus au camp là, ils peuvent exercer leur droit à la parole. Et donc là, eux, s'il y a des opposants dans l'armée ivoirienne, ils seraient sortis avec les preuves pour remettre au PPACI ou même à Gbagbo Laurent pour nous dire, bon voilà, ce ne sont pas des Ivoiriens parce que dans aucun camp on ne les reconnaît. Mais l'armée de la Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui a dit ça. Et donc, vos propos d'idiots de bas étage, vous les gardez pour vous-même et tu es tellement indigne que tu ne peux même pas avoir la dignité de venir t'arrêter devant un garçon comme moi pour redire ce que tu as dit. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer notre voyage parce que ces idiots au cerveau aplati, il faut souvent les ramener à l'ordre. Et sur cette plateforme-là, je sais le faire.